Notre boîte à outils pour dialoguer des pollutions diffuses d'origine agricole dans le cadre du projet Brio. Donc, c'est un travail collaboratif avec différents collègues de l'INRAE, notamment de Mirecourt, de Grignon, de Montpellier, et puis avec le partenaire acteur qui était à Cubry, et aussi des bureaux d'études que sont Biotope et l'ISOD, et le service de l'État avec la DDT de Seine-et-Marne. Vous pouvez retrouver ces éléments-là sur le site internet de l'équipe avec le projet Brio. Voilà, donc il y a un petit résumé de différents outils et d'autres éléments aussi qui peuvent vous intéresser. Donc juste pour remettre dans le contexte, nous, ce qu'on voulait mettre en discussion, c'était des leviers d'action. Donc le premier, c'est les changements de pratiques agricoles. Et le deuxième, ce sont les aménagements de zones tampons, aménagements paysagers, pour intercepter les flux d'eau qui sortent des parcelles avant qu'elles ne contaminent le milieu naturel. Donc il faut bien se recadrer dans ce contexte-là. Donc on traite aussi bien des nitrates que des pesticides dans le cas de la pollution diffuse. Alors, Julien, on ne vous entend pas très bien, ça coupe de temps en temps. Ça doit être la connexion Internet. Donc, outiller le dialogue territorial, c'était une des questions que l'on avait initialement en discutant avec Cubry. C'est comment favoriser le dialogue territorial, et c'est dans ce sens-là qu'on a essayé de tester l'hypothèse qu'on peut favoriser les échanges entre les acteurs en outillant la démarche participative. Et donc, c'est ce que j'ai déjà présenté, mais c'est la démarche en 5 étapes, avec le partage des perceptions, le partage des connaissances, discuter des scénarios de territoire. Ça reprend un peu le renard qui a été présenté avant, avec la collecte d'informations, le diagnostic initial, et puis après, derrière, la co-construction, notamment dans notre cadre d'action collective à partir d'un jeu de rôle. Alors, un peu dans les connaissances, ce qu'on a fait, c'est à partir de notre site expérimental, on a construit des abacs de dimensionnement en termes d'efficacité par rapport à l'emprise foncière, notamment pour l'interception des eaux par les zones tampons artificielles. Donc c'est un outil, donc pour les nitrates, il est un peu plus fiable que pour les pesticides. On travaille encore sur le côté pesticides, devenir des pesticides dans les zones tampons. Mais en fait, il servait surtout à rendre compte que si on a une maîtrise de foncier qui est trop faible, si on n'arrive pas à avoir suffisamment d'espace à consacrer à la limitation de l'impact de l'agriculture, il ne faudra pas s'attendre à avoir des efficacités importantes. Donc là, ce qui est important de voir, c'est si on a moins de 1% du territoire qui peut être consacré à la construction de zones tampons, on ne pourra pas s'attendre à avoir des efficacités qui seront de l'ordre de 50%. Donc c'est ça qu'on a repris après dans un outil qu'on a développé qui s'appelle INSPA. C'est un outil d'aide à l'implantation de zones tampons sur le bassin versant qui regroupe en fait des couches SIG sur l'hydrologie, sur les corridors écologiques, et qui permet aussi de prendre en compte une couche qui était sur les zones d'engouffrement, parce qu'on est dans des zones karstiques, donc de favoriser l'implantation d'aménagements tampons en amont des zones d'engouffrement, où ces eaux vont après recharger la nappe du Champigny. Donc ça permet, à partir de ça, de faire des scénarios de croisement et de voir en fait où est-ce qu'on pourrait prioriser les implantations de ces aménagements à l'échelle du bassin versant. Après, il y aura l'étape avec les élus pour passer à l'étape action, mais ça va venir, on espère, prochainement. Et le dernier outil qu'on a fait là, pour ces aspects un peu de connaissance, c'est un parcours pédagogique à partir des inventaires de biodiversité. Et donc, on a illustré la biodiversité qu'on avait observée à partir de 8 axons différents autour de la zone de Rampillon. Et ça, sur le site internet que je vous ai montré tout à l'heure, il y a le diaporama et puis avec toutes les explications qui sont disponibles. Alors, la démarche que l'on a, les outils qu'on a mobilisés en plus de ceci, ce sont des outils donc, qui existaient déjà et qu'on a adaptés à notre cas de pollution diffuse et notamment de zones tampons. Donc c'est l'outil Météo, donc c'est un outil qui est développé par l'INRAE de Mirecourt et qui a été développé pour les aires d'alimentation de captage. Et c'est un outil qui se base sur des cartes et qui en fait permet d'illustrer
les réponses à une question. On pose une question donnée et l'interviewé, donc c'est en face à face avec une personne, l'interviewé donc structure sa réponse à partir d'un choix de cartes derrière qu'il va justifier par rapport à ce que ça lui évoque. Et donc ça permet de mettre en avant les valeurs et les perceptions d'un territoire et notamment des questions sur la pollution diffuse, sur la biodiversité, sur la qualité de l'eau, sur l'appartenance à un territoire. Le deuxième outil, c'était aussi, donc c'est un outil qui est développé aussi par l'INRAE à Grignon, qui est la démarche Coquelicot. Donc là, c'est une matrice technique de changement de pratique et donc qui après permet avec un modèle mathématique d'optimiser les assolements, les pratiques agricoles par rapport à des indicateurs qu'on aurait définis à l'avance, notamment l'indicateur qualité de l'eau, IFT pour les pesticides ou rendement derrière. Donc voilà, donc c'est un gros travail derrière pour remplir la matrice, notamment avec les collègues de la Chambre d'agriculture. Cet outil-là, on l'a adapté en intégrant les zones tampons et derrière, on a pu générer des scénarios et discuter avec les acteurs de scénarios complètement contrastés, un qui privilégiait la qualité de l'eau et l'autre qui privilégiait le rendement agricole. Et on a vu à la fin que les deux scénarios pouvaient converger et donc on pouvait très bien concilier un meilleur environnement avec une production agricole qui était tout à fait acceptable. Et enfin, le dernier, c'est résolution diffuse. Là, c'est un jeu de rôle. Donc, le jeu de rôle s'est nourri des deux étapes, des deux outils précédents. Et le jeu de rôle, il est là pour faire émerger des leviers et des freins à la mise en œuvre d'actions en lien avec les changements imaginés. Et donc, il a fallu qu'on développe ce jeu de rôle-là. Et on l'a développé, et c'est là le focus que je veux faire dessus. Donc, il a été produit par le projet Brio pour mettre en discussion la gestion du territoire. Donc, comme vous pouvez le voir là, c'est un jeu de plateau avec du travail à faire, effectivement, pour les joueurs, puisqu'il faut qu'ils jouent un rôle qui n'est pas forcément leur. Et donc, avec le jeu de plateau, on permet de visualiser le bassin versant, on permet de visualiser, vous voyez, il y a des cartes ici, des cultures, et puis on visualise aussi avec, si vous voyez la petite caisse ici, là, c'est la caisse pollution. C'est-à-dire en fonction des pratiques que vont faire les agriculteurs ou de ce qu'ils ne vont pas faire, ça va générer de la pollution. Et derrière, on va matérialiser ça avec des petits billes bleus ou des petits billes rouges. Donc, en plus c'est rouge, plus l'eau est dégradée. Donc, ça permet d'identifier à partir de la création du dispositif comme médiation territoriale, ça permet d'identifier à partir de tous les aspects de perception de météo, de structurer la valeur qu'il a donnée au territoire, dans le diagnostic, les éléments qui émergent de leur rapport par rapport à ce territoire-là. Donc, il y avait les questions du drainage agricole, la maîtrise de l'eau, ces aspects-là qui étaient bien ressortis. Et puis après, les éléments avec les scénarios, avec Coquelicot, ça a permis de voir en fait qu'il y avait des compromis qui étaient possibles. Et donc, il y avait un terrain de discussion qui pouvait être mis en avant. Et il a permis aussi de valider les données avec les acteurs, notamment les agriculteurs, sur les différentes pratiques que l'on pouvait mettre à l'intérieur. Et donc, après l'élaboration du jeu de rôle, on l'a fait en plusieurs temps en termes de validation et puis de test. Un jeu de rôle, pour que ça tombe bien, il faut quand même avoir testé un petit peu à l'avance. On essaye de voir si on peut le dessiner à un plus large public via les partenaires du projet, puisque le syndicat de Rivière avec lequel on a travaillé serait partant pour refaire des sessions avec les nouveaux élus du syndicat. Et donc, l'objectif, c'est bien de mettre en discussion sereine les usages et les usagers d'un territoire pour faire parler des problèmes de pollution d'eau. Donc, voilà le plateau, comment il se situe. Il y a un rôle qui est essentiel. Donc, vous voyez, il y a des cartes de jeu. Donc, les agriculteurs peuvent mettre sur leur assolement leur type de culture avec différents types de comportements d'intensité des pratiques. Il y a le maire, parce que c'est lui qui porte tous les enjeux territoriaux. Le maire, c'est vers lui qu'on va râler s'il y a un agriculteur qui sort son pulvé. Voilà, donc il y a le maire, et donc ça permet de montrer que le maire a finalement assez peu de marge de manœuvre pour faire changer les choses.
Il y a l'organisme stalker. Et en fait, le jeu met en avant que c'est lui qui contrôle véritablement la filière et c'est lui qui peut avoir un impact assez fort sur les pratiques agricoles et sur les assolements et la diversité qu'on peut avoir. Il y a les agriculteurs donc, qui sont au croisement de toutes les contraintes de l'OSD, les contraintes des riverains, les contraintes environnementales. Donc, c'est à lui de montrer aux autres acteurs quel est ce rôle-là et comment on peut gérer ça. Et donc, voilà, c'est assez intéressant de prendre la position de quelqu'un et d'accepter ses contraintes et de faire avec. Et puis, il y a l'environnement donc, qui récolte toute la pollution avec cette matérialisation-là, avec des billes rouges. Donc, on a des itinéraires techniques aux impacts différents, notamment un agriculteur qui peut être assurantiel, bio ou intermédiaire. On a des zones alors qu'on appelle tamponnables, c'est-à-dire des zones vides, des espaces non cultivés sur lesquels on pourrait mettre des éléments tampons s'ils sont bien localisés en interception des écoulements ou des choses comme ça. Donc voilà brièvement le jeu. Donc on peut matérialiser l'endroit où on met les zones tampons. On a fait des petites animations avec de la pâte philo, vraiment pour matérialiser ça. On a vu qu'il y avait des accords qui pouvaient se mettre en place entre différents acteurs. Et donc c'est ça qui était intéressant. On a vu que le levier foncier était important, mais aussi le levier financier derrière. Et puis le côté aussi visuel, quand on fait une zone tampon, on montre qu'on pollue. Donc, il y a ces aspects-là aussi qui sont intéressants à prendre en compte. Alors, si on veut généraliser ça sur d'autres territoires, ce qu'il faut mettre en avant, c'est qu'il faut avoir des compétences hybrides. Et donc, c'était bien dans un projet de recherche interdisciplinaire. Mais derrière, après, il faut faire appel à des spécialistes. Et donc, on a eu la chance de travailler avec le bureau d'études l'ISOD, qui dispose de ces compétences hybrides, aussi bien techniques, mais aussi en accompagnement au dialogue. Donc, ils sont capables de comprendre la technique de l'hydrologie, de l'agronomie, et de l'autre côté, qui maîtrisent bien toutes les démarches participatives. Et puis, l'autre point aussi qui est important, c'est l'ancrage local avec des acteurs clés. Nous, on a bénéficié de l'association Acubri qui connaît bien ce territoire-là, qui connaît bien les acteurs et les élus, mais aussi le syndicat de Rivière et aussi la Chambre d'agriculture qui a été aussi un partenaire très important pour nous. Donc ça, c'est important à mobiliser ces connaissances-là, parce qu'ils ont des connaissances, mais parce qu'ils connaissent aussi les acteurs. Voilà. Et donc après, sur la suite, c'est effectivement avec ces acteurs de territoire, nous, on serait plutôt pour former les animateurs de territoire. C'est à eux après de prendre en main cette démarche-là pour mettre en place des plans d'action et d'utiliser ces outils-là pour dialoguer et ne pas crisper les réunions collectives. Voilà, donc après, on a fait un jeu ici, ce sont des fiches pour décrire le projet, les objectifs du jeu. Donc, il y a des notices techniques qui existent. Voilà, description des éléments du jeu pour comprendre. Et il faut l'expliquer en 20-30 minutes. Et après, la session, elle dure 1h30 de jeu. Et après, c'est 1 heure de débriefing. C'est ça qui est le moment aussi le plus important. C'est la partie débriefing. Voilà, je vous remercie.